C'est l'heure de croiser le fer sur Matin d'Éden et si notre deuxième invité n'a pas pu nous rejoindre, il me reviendra de croiser effectivement ce fer avec notre invité. Celui-là, c'est Aubin Gbonsou. Il est économiste financier, spécialiste de stratégie de développement business, mais aussi acteur politique. Aubin Gbonsou, bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur le journaliste. Merci donc d'accepter notre invitation. Cela fait quelques années maintenant qu'on vous a découvert dans le sérail politique. C'était avec un parti qui aujourd'hui n'est plus très vu. Bon, qu'est-ce que vous devenez depuis que vous avez intégré ce sérail politique? On ne vous voit plus beaucoup. Merci beaucoup. Je pense que l'actualité politique nous intéresse. Et en termes de participation aux activités politiques, nous avons personnellement pris un peu de recul par rapport à tout ce qui se passe et nous essayons de nous préparer de revenir. Donc, pour revenir, il n'en demeure pas moins que vous vous intéressez, vous avez dit, à l'actualité politique nationale et vous êtes non pas seulement acteur politique mais analyste politique. Et c'est à ce titre que Eden Télévision a eu le plaisir de vous recevoir aujourd'hui pour parler donc de ce code électoral, en tout cas de ce qu'il en reste après la décision de la Cour constitutionnelle qui en a invalidé une partie, mais une petite partie seulement. Première chose, est-ce que vous avez été surpris globalement par la décision de la Cour constitutionnelle sans encore aller au fond du sujet? Je pense quand même que la décision de la Cour, personnellement, je ne suis pas surpris. Surpris pour disons, le quitus qui est donné, d'accord, par rapport à ce code élaboré, puisque la Cour constitutionnelle, avec les 7 sages, ont pris le temps ou ont connaissance vraiment de ce code électoral. Donc, je ne suis pas surpris. Je parlerai simplement des points qui ont été mis entre parenthèses par cette institution. Alors justement, ces points mis entre parenthèses, comme vous le dites, c'est plusieurs articles du code électoral. Il y a, je vais dire, 2 catégories d'articles. Il y a ceux qui excluent des candidats qui ont été élagués par la Cour constitutionnelle et ceux qui, je dirais même que tous les articles en question excluent des candidats, oui, mais certains excluent des catégories de candidats, des catégories socio-professionnelles, tandis qu'un autre exclut des catégories d'âge. Voilà. Commençons par parler de l'âge. Vous êtes jeune, vous êtes un acteur politique jeune, vous avez certainement des ambitions politiques au plus haut niveau. Le code électoral prévoit, en son article 249, que nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 ans au moins pour les législatives, et la Cour constitutionnelle vient d'élaguer cette disposition. Qu'en pensez-vous? Personnellement, la question d'âge, quand on parle de 25 ans, est-ce que dans le fond, c'est spécifiquement l'âge qui fait le problème? Parce que là, on dit 18 ans. Le code, du moins, cet article est beaucoup plus long. Hein, évidemment. Si vous permettez, je vais en donner lecture. Nul ne peut être candidat s'il n'est âgé de 25 ans au moins dans l'année du scrutin. Si béninois de naissance, il n'est domicilié depuis 1 an au moins en République du Bénin et n'y vit sans interruption. Si naturalisé béninois, il n'est domicilié au Bénin et n'y vit sans interruption depuis 10 ans au moins. Outre les pièces énumérées à l'article 47 du... Non, ça c'est tout oui, pour cet article-là. Donc, n'y vit depuis 10 ans au moins. Alors, oui, il ressort de cet article que 25 ans d'âge pour être candidat peut être ce que la Cour a décidé d'élaguer, domicilié au Bénin depuis 1 an au moins. Peut être également ce que la Cour a décidé d'élaguer, ou béninois de naturaliser, vivre au Bénin pendant les 10 dernières années, peut être ce que la Cour a élagué. Qu'est-ce qu'il faut, comment il faut lire cette décision de la Cour? Oui, cette décision de la Cour, je pense quand même que lorsque nous voyons un peu les 2 derniers points, à savoir que il faut celui qui est naturalisé béninois et vivant au moins 10 ans sur le territoire national, et en même temps pour le citoyen béninois qui veuille être candidat,
résider sur le territoire sans interruption au moins un an, je crois que là, il y a un petit problème. Parce que déjà, vous accordez la nationalité à un citoyen et dans le même temps, vous exigez qu'il faudra être résident dans le pays pendant au moins 10 ans. Je pense qu'à ce niveau, la Cour a été éclairée et a attiré l'attention, d'accord, sur cette incohérence qu'on peut noter. Alors, pour ce qui concerne l'âge, je pense quand même que les députés, en élevant un peu l'âge à ce niveau, c'est peut-être tenir compte un peu de niveau d'évolution du monde. Mais depuis toujours, oui, les codes électoraux précédents fixent à 25 ans l'âge pour être candidat aux élections législatives. Oui. Et jamais la Cour constitutionnelle n'avait dit que cette disposition était inconstitutionnelle. Aujourd'hui, la Cour vient invalider cette disposition. On ne peut pas être certain que cela concerne l'âge ou la durée qu'il faut, la durée de présence et ininterrompue sur le territoire nécessaire, oui, avant la date des élections. Oui. Je pense quand même que déjà à 18 ans, on peut par exemple accepter les jeunes, par exemple, aujourd'hui, qui sont également partie prenante du pays, à être pouvoir quand même, à être représentés au sein du Parlement. Mais il reste à ce que ici la Cour précise de façon expressive la quintessence par rapport à l'âge. Et c'est là où je vous reviens, je vous rejoins quand vous parliez, vous rappelez les dispositions précédentes qui, ma foi, n'a posé aucune contrainte par rapport à l'âge de 25 ans. Voilà, donc, oui. Ce que ça implique aussi, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir résidé sur le territoire pendant les 12 derniers mois. Oui. Ça veut dire, sur le plan politique, que les Béninois qui sont en exil peuvent être candidats pour les élections législatives à venir. Bon, je pense qu'on pourrait suspecter un peu cet état de choses, à savoir que si aujourd'hui nous sommes en 2018 et déjà en septembre et que les élections doivent se tenir en 2019, ça veut dire que du coup, ça pose un problème de cohérence, ou bien on ne donne plus l'opportunité à ces Béninois de pouvoir participer à l'actualité politique, à pouvoir être candidat et à pouvoir se prévaloir être député. Donc je pense que pour l'interprétation que je peux faire, est-ce que ce n'est pas cet état de choses qui a amené la Cour à pouvoir, entre parenthèses, faire retourner aux députés de pouvoir alors donner un peu leur avis par rapport à cela. Justement, en tout cas, il faut qu'on soit plus clair sur ceux qui sont à l'extérieur et qui ne veulent pas rentrer pour le moment. Oui. Il y a le fils de l'ancien président Nicéphore Soglo, c'est-à-dire Léa Divinayon Soglo, ancien maire de Cotonou, révoqué, qui conteste d'ailleurs sa révocation en justice, et qui, de l'extérieur, mène également encore quelques activités politiques au Bénin. Est-ce que la Cour vient ainsi de donner un coup de pied au président Patrice Talon dont on pense qu'il aurait préféré, ou dont on pense que la majorité aurait préféré que les adversaires politiques qui sont à l'extérieur restent à l'extérieur et ne viennent pas les déranger sur le terrain politique national? Selon qu'on se retrouve dans une position ou bien dans l'autre, on peut analyser la situation de cette manière. À savoir que oui, nous décidons à ce que, ou le code électoral prévoit une résidence permanente sur l'étendue du territoire national pendant au moins un an. Alors cela exclut du coup un certain nombre de nos compatriotes, d'accord, pour une raison ou une autre, comme je peux le dire, se retrouvent à l'extérieur. Et là, que je me retrouve dans la posture de quelqu'un, d'un probable candidat à ces différentes joutes électorales qui advenaient à être exclu de cette manière, je pense que ce serait peut-être un peu trop. D'accord? Donc, nous allons suivre peut-être les jours à venir, les directives ou l'interprétation véritable ou la position de la Cour constitutionnelle par rapport à cet avis concernant la résidence permanente sur l'étendue du territoire. Il n'en demeure pas moins quand même de dire que ces personnalités qui se retrouvent à l'étranger d'une manière ou d'une autre ont également leur base électorale. Oui, et peuvent se réjouir d'ailleurs de la décision de la Cour. Évidemment. Bien, pour passer à l'autre
série d'articles que la Cour a rétoqués. Je parlerai d'abord de l'article 227 qui dit que tout membre des forces armées ou des forces de sécurité publique qui désire être candidat aux fonctions de président de la République doit au préalable donner sa démission des forces armées ou des forces de sécurité publique. Mais ça, c'est une disposition qui est ancienne, qui avait toujours été validée. Pourquoi aujourd'hui on peut être membre des forces de défense et de sécurité et être candidat aux élections sans avoir démissionné? C'est quand même une chose assez exceptionnelle. Voilà. Puisque je rappelle également la disposition selon laquelle la décision de la Cour peut susciter des commentaires, mais sans pour autant rentrer dans le fond. Alors, sur cette question, personnellement, j'ai pris du temps à lire cette partie et je me suis fait l'idée, par exemple, que sur le territoire national où nous avons les forces de défense, de sécurité, qui sont partie intégrante de la société béninoise et pour une raison ou une autre décident, par exemple, de porter leur voix ou bien de contribuer en ce qui concerne à l'amélioration de la vie sociopolitique, que ce soit au Parlement ou bien même briguer la magistrature, et que est-ce que c'est une faute, il leur revient, est-ce que c'est une faute à eux d'être de ce corps, d'être policiers et tout ça? Mais c'est tout naturellement le pays qui leur donne et ils sont au service du peuple. Oui, mais quand on détient une arme, quand on a des hommes sous ses ordres, prenons l'exemple d'un général ou peut-être même du chef d'état-major de l'armée qui envisage éventuellement d'être candidat pour une élection présidentielle face au chef suprême de l'armée qui est le président de la République, ou peut-être que ce dernier n'est pas candidat, mais c'est quand même un peu, ça fait un peu flipper que de savoir que vous aurez en face de vous un candidat qui a la force militaire pour lui. Oui, mais je pense quand même que ça, c'est une disposition naturelle qui permet à tout citoyen, d'accord, de s'exprimer selon qui n'a pas de connotation sur sa profession ou bien sur sa catégorie socio-professionnelle. Cette catégorie-là n'est pas une catégorie ordinaire. C'est les hommes en armes, on peut le dire. Oui, les hommes en armes, mais est-ce que il est, comment je vais dire, est-ce que je suis personnellement gêné, par exemple, qu'on se focalise sur leurs fonctions. D'accord, sur leurs fonctions. Ce n'est pas non plus des fonctions ordinaires, là j'insiste là-dessus. Bien sûr que ce n'est pas des fonctions ordinaires, mais puisqu'ils participent à la société, à la vie socio-économique, socio-culturelle, socio-politique, alors il est de leur ressort, d'une manière ou d'une autre, mais est-ce que vous êtes d'accord avec moi qu'ils participent au scrutin? Donc ils ont leur opinion. Oui, ils votent. Voilà. En tant que militaires, ils peuvent voter, mais est-ce qu'en tant que militaires, ils doivent être candidats? Ok. Bon, pour ma part, je ne suis pas trop gêné de cette disposition sur lesquelles la Cour demande aux parlementaires de revoir leur copie. Je ne suis pas personnellement gêné. Et on revient maintenant, hein, l'article 244 dit la même chose, mais pour les élections législatives. À l'article 249, il est précisé qu'à moins de démissionner de ses fonctions 12 mois, au moins 12 mois au moins, avant la date du scrutin, nul ne peut être candidat dans une circonscription électorale dont le territoire comprend ou est compris dans une circonscription administrative où il exerce une fonction de commandement, c'est-à-dire préfet, secrétaire général de préfecture ou de mairie. Il s'agit là de rétablissement d'une injustice, à votre avis, sans doute. Oui, tout à fait. Et ça rejoint encore les dispositions précédentes concernant les forces armées de défense. Puisque vous voyez... un préfet, oui. C'est pas la même chose qu'un général d'armée. Hein. Oui, mais figurez-vous par exemple que nous ayons pratiquement une majeure partie de ces services de l'État qui démissionnent pour une raison ou une autre. Mais vous voyez que l'État, est-ce qu'il pouvait toujours avoir une assurance en termes de continuité des actions de l'État? Mais ce qui pourrait
les dispositions ultérieures qui pourraient être prises, c'est que, comme nous l'avons toujours souhaité et suggéré, c'est que les moyens de l'État ne soient pas impliqués dans en ce qui concerne la campagne et autres. Parce que je pense bien que les honorables députés, en insérant cette disposition, c'est pour mettre les différents candidats au pied d'égalité. Parce que quelqu'un, un agent de préfecture ou de mairie, qui offre déjà des services à la population, toutefois, pourrait en user. D'accord? Et cette disposition de le voir démissionner un an à l'avance afin de remettre chacun ou bien tous les acteurs politiques sur les mêmes pieds d'égalité n'est que une imagination. Et pour le fait, je pense aussi que il doit y avoir d'autres dispositions qui permettent à ce que ces corps ou ces différents responsables n'utilisent pas les moyens de l'État aux fins de la campagne politique. On parle également de l'article 308 qui dit que sont inéligibles pendant l'exercice de leurs fonctions et pour une durée d'une année après leur cessation de fonction dans le ressort où ils exercent ou ont exercé le préfet, le secrétaire général, les chargés de mission de préfecture, le secrétaire général de la commune, de municipalité. On cite également les magistrats en activité dans les différents ordres de juridiction, les juges non magistrats de la Cour suprême, les personnels militaires des forces de sécurité publique, les agents des eaux et forêts et de la douane, les comptables de deniers de la commune ou municipalité considérée, les agents de l'État employés dans des administrations financières déconcentrées, ayant compétence sur leur commune, les agents chargés de recettes communales, les agents salariés de la mairie. Je précise qu'au début de cet article, il est bien dit qu'ils sont inéligibles pendant l'exercice de leur fonction pour une durée d'une année après leur fonction dans le ressort où ils exercent, où ils ont exercé. Ce qui signifie qu'ils auraient pu être candidats dans un autre ressort sans respecter ce délai d'un an ou de démission avant les élections. Exactement. Maintenant, la Cour casse quand même cette décision. Comme je l'ai dit également, sur cet article aussi, je ne suis pas surpris parce que vous voyez un peu, nous sommes là sur un terrain politique. Et en étant sur un terrain politique, lorsque vous disposez de tout ce qui concerne les moyens de l'État, je prends le cas du préfet. Le préfet qui a sous sa juridiction un certain nombre de communes et qui en exerce toute l'autorité nécessaire. Alors, lorsque vous vous retrouvez dans une situation comme ça, c'est que vous mettez, on a l'idée, ou on se fait l'idée de ce que vous avez des hommes sous vos ordres. Alors, donc, carrément, c'est des gens qui sont sous pression. Alors, s'il advenait qu'ils sont candidats dans la même circonscription, où ils exercent leurs fonctions, c'est que là, ça pose un problème d'accointance, d'accord, avec les attributs de l'État, d'accord. Et dans le même temps, quand nous remontons aux articles 227 et 244 qui fait abstraction également aux forces de sécurité et de défense, je vois un peu le lien entre cet article et ça, puisque... Voilà, et autres. Donc, je ne suis pas surpris de la décision de pouvoir retourner l'article 308 d'accord, à ces honorables députés pour une certaine conformité ou carrément une abstraction de ces contenus. Alors, maintenant, quant à ces agents qui puissent être éligibles dans d'autres circonscriptions, c'est un peu la réflexion un peu plus poussée des honorables députés de voir que, au lieu, s'ils pourraient exercer une certaine influence dans leur zone d'intervention, ça ne pourrait pas être de la même nature lorsqu'ils pourront être dans autres circonscriptions. Donc déjà, le législateur ou les honorables députés, en agissant, d'accord, par principe de droit, qui leur donnait, de faire une séparation entre cette possibilité. Donc, en même temps, il donne cette possibilité à ces agents de l'État, ou bien les communes, je pourrais dire, ces communes de l'État, de pouvoir alors
se prévaloir candidat au niveau d'autres circonscriptions pour lesquelles ils n'auraient peut-être pas forcément les mêmes attributs ou bien la même importance qu'ils auraient eu au niveau de leur contrée tout naturel où ils exercent leurs fonctions. Et cette disposition-là vous paraissent raisonnable et donc n'aurait pas dû être retoquée par la Cour constitutionnelle, n'est-ce pas? Oui, bien, puisqu'il s'agit d'un seul article dans lequel ces deux points ont été cumulés, et là je rappelais les dispositions 227 et puis 244, d'accord, pour lesquelles déjà, si les forces de défense ne pourraient être éligibles un an avant et que la Cour a très tôt fait de pouvoir souligner ou bien de pouvoir retourner ces articles, il va de soi effectivement que cet article cumulé au niveau de ces deux points puisse être également revu. Alors si c'était que ces articles étaient dissociés, on pourrait comprendre que l'article concernant l'éligibilité, quand on est dans d'autres circonscriptions, pourrait être simplement maintenu. Alors, voilà un peu ce que la Cour a décidé au sein de ces articles. On l'a bien vu. Ce qu'il faut retenir maintenant, c'est qu'il y a des dispositions sur lesquelles on aurait attendu que la Cour se prononce, sur lesquelles la Cour n'a rien dit, donc elle a validé 249 millions de francs CFA pour les listes de candidature pour les élections législatives, 250 millions de francs CFA pour le candidat à une élection présidentielle. Ces montants pharaoniques que Maître Joseph Diogbenou, quand il était de l'opposition, décriait, en tout cas il décriait déjà l'augmentation envisagée de ces montants-là. Aujourd'hui, président de la Cour constitutionnelle, il laisse passer. Qu'est-ce que vous en pensez? Merci qu'on revienne un peu à cette disposition, mais je vais rappeler une expérience personnelle que j'ai vécue au cours des élections passées. De 2016 De 2016, les élections législatives. Législatives de 2015. Oui, voilà, au cours des élections législatives, j'étais à la Sénat, d'accord, j'étais là en tant que porteur de liste. Et j'ai pu remarquer effectivement que au sein de la Sénat, c'était les personnalités qui étaient identifiées. Donc tout se reposait personnellement sur des individus. Alors cette disposition, par exemple, qui oblige aujourd'hui les différents partis politiques à se fédérer en des groupes ou bien des blocs, les amène en réalité à fédérer un peu plus leurs efforts. Mais pour ce qui concerne les coûts, je pense que c'est beaucoup plus dissuasif que véritablement l'idée qu'on se fait de pouvoir réduire, d'accord, les partis politiques en des groupes ou obédience. Parce qu'il faut aussi dire quelque chose. Autant que nous sommes en tant que parti politique et que nous allons aux élections, est-ce que nous devons toujours continuer pas aller aux élections parce que nous sommes dans une seule circonscription? Non, parce que c'est quoi? Les citoyens, à l'Assemblée nationale, nous portons la voix de l'ensemble des citoyens. Et du reste, je suis un peu gêné, par exemple, que chacun de nos honorables députés se retrouve à défendre rien que leur circonscription électorale sur des sujets donnés. Mais est-ce qu'on a besoin de recourir à de l'argent, en tout cas à des dispositions mettant en avant l'argent pour régler ce problème de régionalisme politique? Oui, mais on n'avait vraiment pas besoin de la question de caution. Mais il se fait que... On aurait pu passer par d'autres moyens. Oui, on aurait pu effectivement passer par d'autres moyens parce que ici, c'est quoi? D'une manière ou d'une autre, il y a des forces politiques en réalité qui se retrouveraient en difficulté. Et en même temps, dans le système de cooptation, nous allons nous retrouver également sur un autre terrain de chantage. D'accord, de chantage. Et le risque est là que, avec ces dispositions que la Cour constitutionnelle a validées, il y a peut-être ce qu'on appelait la République des riches qui risque de s'instaurer au Bénin. Oui, la République des riches, voilà, le mot est tout trouvé, parce que demander jusqu'à plus de 200 et quelques millions pour porter une liste,
Voilà, de 249 millions pour porter une liste, c'est un peu trop. Mais voilà que nous sommes déjà en face d'une situation et je pense que les acteurs politiques, fondamentalement, les Béninois, ont ce génie de trouver les moyens justes pour pouvoir en arriver à résoudre les difficultés qui se présentent à eux. Autre chose qu'il faut noter, la Cour constitutionnelle, quand elle rendait sa décision, donnait l'impression que la loi est validée avec abstraction des dispositions qui ont été rendues, on doit déclarer inconstitutionnelles, et que donc on avait l'impression dès les premiers jours que le président de la République pouvait promulguer cette loi et elle allait entrer en application. Mais les députés viennent d'annoncer, et on l'a vu à la une de la presse aujourd'hui, qu'ils vont organiser leur plénière pour la mise en conformité de cette loi. Qu'est-ce que cela cache exactement? Il y a une volonté de tirer le drap vers soi entre les deux institutions? Bon, je crois quand même que j'étais un peu surpris de ce que la Cour ait donné l'avis favorable par rapport à ce code électoral, tout en précisant l'abstraction par rapport à ces points. Sinon, par principe ou habitude, ce que nous avons vécu les années ou les moments antérieurs, c'était que la Cour rejette ou bien retourne l'entièreté du document tout en faisant aux députés pour en faire le commentaire. Bon, et en faire le commentaire. Mais pour le cas ici, c'est que, bon, ce serait peut-être pour le président ou les 7 sages de la Cour de jeter en réalité le bébé avec l'eau de bain. Comment ça? Voilà, soit en rejetant ou en déclarant irrecevable, d'accord, toutes les dispositions du code électoral, d'accord, puisque déjà émanant, je veux peut-être dire, le président de la Cour, déjà en tant député et par la suite ministre, d'accord, a eu beaucoup à travailler sur ce document. Et du reste, il a une idée claire, en réalité, de l'idée ou de l'ossature, d'accord, ou la forme dans laquelle aujourd'hui nous pourrons, les élections pourraient être conduites. Et de ce point de vue, pour moi, c'est une nouvelle forme, une nouvelle forme de proposition dans laquelle la Cour a validé l'ensemble des articles et a attiré l'attention des honorables députés sur les 4 articles, soit l'article 227, 244, 249 et puis 308. Voilà ce qui est décidé. Maintenant, les députés vont se réunir. Quand ils auront fini, d'ailleurs, cette mise en conformité, comment peut-elle être faite? Surtout que certains articles contiennent plusieurs dispositions dont on ne sait pas exactement lesquelles la Cour aurait voulu que l'on retoque. Notamment l'âge de 25 ans pour être candidat. Est-ce que c'est ça que la Cour voulait élaguer ou bien c'est la durée qu'il faut... le temps qu'il faut avoir passé sur le territoire national? C'est dans le même article que tout cela a été évoqué. Et la Cour dit que l'article est non conforme à la Constitution. Qu'est-ce qui doit être corrigé par les députés? Oui, voilà, puisque déjà la Cour, en relevant ces dispositions des articles incriminés comme inconstitutionnels, la Cour a le devoir d'en faire les commentaires, d'accord, aux ayants droit et pour une conformité ou bien une abstraction simplement de ces articles. Mais puisque déjà les honorables députés trouvent en ces articles des innovations, d'accord, nous attendons de voir un peu le commentaire de la Cour et les solutions ou les mesures qui s'offrent à ces honorables de pouvoir mettre en conformité ces dispositions. On va certainement voir dans les jours à venir comment cette question va évoluer parce que justement la Cour déclare que la loi est recevable en élaguant certaines dispositions.
l'Assemblée nationale reprend cette loi pour la mettre en conformité. C'est comme s'il n'y a pas une entente cordiale entre les deux institutions. Ce qui est aujourd'hui attendu, c'est que ce code électoral nous conduise vers les élections de 2019 et permette le renouvellement de cette classe politique. Et dans cette perspective, le code électoral, avec la charte des partis politiques qui a été votée un peu plus tôt, a pour ambition donc de refonder la classe politique du Bénin. Est-ce que vous pensez que ce code électoral, cette charte des partis politiques peut arriver à ce résultat? Je crois que là, nous sommes dans une nouvelle expérience. Et je vais rappeler un peu la disposition qui fait obligation d'une représentation d'un taux de 10%, d'accord, qui est d'ailleurs validé. Qui est d'ailleurs validé. Et sur cette question, je me pose un peu la question de savoir que nous allons nous retrouver peut-être dans certaines circonscriptions avec des députés que nous n'aurions jamais voulu qu'ils soient. Alors, cela sera davantage plus compliqué dans la mesure où les peuples ou la population dans leur entièreté au niveau de certaines circonscriptions ne se retrouverait pas, d'accord, à travers ces élus. Donc ça pourrait, ma foi, poser un certain nombre de problèmes. Mais je crois, comme je le dis, puisque la décision de la Cour est sans recours et qu'il revient de s'y conformer. C'est vrai que nous opinons un peu sur ce qui a été dit. On a encore le droit de le faire. Tout à fait. Donc, ce faisant, je pense quand même que la classe politique doit se donner les moyens d'arriver à fédérer, d'accord, les efforts et les forces pour pouvoir contrer toute tentative de ne pouvoir véritablement pas être à mesure de faire élire les vrais acteurs au niveau de certaines circonscriptions. Et que pour la question de 10% de représentativité, je vois ça un peu difficile, un peu compliqué, et que les forces aujourd'hui sont obligées véritablement de se regrouper en de très grandes alliances, pour pouvoir échapper à ces mesures de contrôle. Parce que là, c'est des mesures de contrôle, je trouve. Oui. Voilà, merci à vous, Aubin Bonsou. Un dernier mot pour clore cette discussion. Oui, je voudrais saluer deux personnes. Il s'agit de Paul Dewanou et Sourou Prince Boris Ake, qui ont formulé des recours, d'accord, par rapport déjà à ce code électoral à la Cour constitutionnelle. Voilà par exemple des actions que nous demandons aux uns, aux autres, aux jeunes, ou bien même à toutes les forces politiques. Au-delà de ce que les réseaux sociaux sont utilisés à longueur de journée pour critiquer, pour analyser et tout, il faut poser des actes justes. Parce que là, je pense quand même que de l'irrecevabilité que la Cour a prononcée par rapport à la vie de ces citoyens, au-delà, c'est que ça a donné également de la matière à la Cour de pouvoir analyser et savoir qu'en matière de code électoral et de loi formulée par le Parlement et que les décisions d'incohérence devraient normalement revenir à ces deux institutions, le Parlement ou bien au président de la République et non à des citoyens. Mais je relève quand même que voilà par exemple des personnes qui ont œuvré à ce que la Cour puisse quand même situer un peu par rapport à cette approche-là. Merci Aubin Bonsou, vous êtes donc un acteur politique mais à la base économiste financier et spécialiste des stratégies de développement business. Vous étiez sur ce plateau pour analyser avec nous le code électoral élagué.
quelles implications? C'est la question que nous nous sommes posées et vous avez donné votre opinion. Merci avec vous. C'était donc Fait croiser de ce jeudi 4 octobre 2018. À très bientôt sur ce plateau. Nous espérons vous revoir pour d'autres analyses. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.